Bienvenue à Saint-Ferdinand-des-Ternes pour cette rencontre des Ternes intitulée Réinventer le Liban avec autant de lucidité que d'espoir. Pour cette rencontre, nous avons deux invités que je vous présente. Tout d'abord, le docteur François Boustany. Vous aurez compris que, vu la situation actuelle du Liban, il nous fallait bien un médecin et un médecin du cœur. En effet, le docteur Boustany est libanais, mais il vit dans la région parisienne, où il est un cardiologue réputé. Mais François Boustany est aussi historien, et il a écrit ce livre très éclairant sur l'histoire et plus particulièrement la création de l'État libanais dans la première moitié du XXe siècle. Ce livre s'intitule « Le Liban, genèse d'une nation singulière ». Vous le trouverez bien sûr en sortant dans les livres qui sont proposés. Le second intervenant est M. Michel Helou. Vous avez fait vos études au Liban et en France, vous êtes diplômé d'HEC. Vous avez d'abord été consultant au Pays du Golfe, puis le directeur de L'Orient le Jour, qui est le grand quotidien francophone du Liban. Et puis, récemment, plus d'1 an, vous avez décidé d'entrer en politique. Vous êtes présenté aux élections législatives, vous n'avez pas été élu, mais en novembre dernier, novembre 2022, vous avez été élu secrétaire général du Bloc national libanais, qui est un parti politique non confessionnel, parti fondé en 1946. Vous nous apporterez donc un témoignage sur la situation actuelle du Liban, avec, nous l'espérons, quelques lueurs d'espoir pour l'avenir. Après ces deux interventions, il y aura, comme c'est l'habitude dans les rencontres des Ternes, la possibilité de poser de brèves questions à nos deux intervenants. Et à l'issue de cette rencontre, vous pourrez d'une part acheter des livres sur le Liban, dont celui du Dr Boustany, mais aussi rencontrer deux organismes qui agissent au Liban et qui peuvent recevoir des dons. Juste avant de donner la parole à Dr Boustany, je rappelle, pour ceux qui ici ne connaîtraient pas bien le Liban, que c'est un petit pays, environ 10 500 km², c'est-à-dire un peu plus grand que la Corse, mais avec une spécificité, une très forte densité de la population, l'un des pays dans le monde de très forte densité de population, puisque sur ce petit Liban vivent aujourd'hui plus de 5 millions d'habitants. Le Liban est situé sur la côte orientale de la Méditerranée, avec deux voisins, Israël au sud et la Syrie à l'est et au nord. Le Liban comme État est assez jeune, nous allons le voir avec François Boustany, mais son histoire, elle, est très ancienne, beaucoup plus que notre pays, la France. Le mot Liban vient de l'arabe, Lunan, qui veut dire blanc, du fait de ces montagnes enneigées en hiver. Et ce mot Liban apparaît dès 1900 avant Jésus-Christ, donc il y a 4000 ans. Puis c'est la Phénicie, et peut-être, le savez-vous, le Liban est le pays le plus cité dans la Bible. Et d'ailleurs, le nom de Bible a la même origine que celui de la ville libanaise Byblos, qui est très probablement la ville la plus habitée dans le monde qui existe encore depuis 7 à 8 000 années.
Avec François Boustany, maintenant, nous allons nous concentrer sur une période plus récente, la création de l'État libanais. Ceci nous a paru important. Je rappelle la fameuse citation de Bismarck: « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est. » Et Bismarck ajoute: « En ce sens, le passé est la rampe de lancement vers l'avenir. » Découvrons donc maintenant ce que fut cette rampe de lancement du Liban actuel. Merci, merci M. Légoire pour votre introduction. Merci aux organisateurs pour leur invitation. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous pour vous parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui touche à la France et au Liban. Parce que dans cette histoire du Liban que vous voulez me raconter, il y a une très belle page de l'histoire de France. Alors, il est de tradition de dire, si vous avez compris quelque chose à l'histoire du Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc, cette histoire est entourée par un brigade idéologique, des non-dits, chaque communauté a son récit historique et le livre scolaire ajoute à la confusion. Donc, pour aborder ce sujet, j'ai choisi de l'aborder sous l'angle de l'identité nationale en posant la question « Qui sommes-nous » Cette question que posent tous les Libanais. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose qu'on revienne à ce moment fondateur qu'a été la création du Grand Liban et sa proclamation par le général Henri Gouraud le 1er septembre 1920. Parce que pour comprendre l'essence d'un phénomène, il faut voir comment ça s'est fait. Mais en septembre 1920, le général Gouraud n'a pas créé le Liban ex nihilo. Il existait déjà une entité politique embryonnaire dans ces montagnes qui surplombaient les routes et qui était née de la rencontre, de l'alliance historique entre l'Église maronite et les émirs de l'île. Alors, cette entité embryonnaire, elle est née au début de la conquête ottomane en 1516 et elle avait comme nom l'émirat du Mont-Liban et elle va durer avec une remarquable continuité jusqu'au milieu du XIXe siècle avec une transmission du pouvoir de façon héréditaire. Alors, au XIXe siècle, cette cohabitation entre druides et maronites va éclater en une guerre civile en 1840 et une pluie meurtrière en 1860. Et avec un massacre des maronites par les Druzes, et ces massacres vont s'étendre à Damas, où en une journée, 10 000 chrétiens seront massacrés. Donc là, on est en 1860, mais ils sont massacrés par les sunnites, pas par les Druzes. Donc, grande émotion en Occident, Napoléon III va dépêcher une armada dans ce qui ressemble à une première force de la paix, puisque le rôle de ces soldats n'était pas de faire la guerre, mais de séparer les belligérants, arrêter les responsables et pacifier la montagne. Ce corps expéditionnaire français débarque à Beyrouth en août 1860 et il embarque 9 mois plus tard, en juin 1861. Et Napoléon III ne se contente pas d'envoyer des troupes, mais il impose aussi au sultan ottoman l'autonomie de ce territoire et de Maroc, sous le nom de territoire autonome du Mont-Liban ou la Moussa-Sarrifi. C'est un terme qu'il faut retenir parce qu'il va nous suivre pendant la présentation. Et cette autonomie était très poussée, sous garantie internationale, puisque le sultan des Ottomans ne pouvait pas déplacer d'un centimètre de la frontière et l'armée ottomane était interdite à l'intérieur de ce territoire. Alors, la Moussa-Sarrifiya, ça a représenté 40% du Liban actuel, 4400 km². Elle était composée à 85% de chrétiens, majoritairement des maronites, et le reste c'était des druides, avec une petite minorité sunnique, une petite minorité chiite. Alors, ce territoire autonome, la Moussa-Sarrifiya, présentait un problème dès sa création. C'est qu'elle n'avait ni plaine ni bord.
Donc elle n'était pas viable sur le plan économique et elle fera l'objet d'une émigration massive dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et victime d'une grande famine qui va décimer le tiers de la population pendant la Première Guerre mondiale. Alors pour le reste du territoire libanais avant la Première Guerre mondiale, il y avait la vallée de la Bekaa qui faisait partie de la wilaya de Damas, et puis il y avait aussi la wilaya de Beyrouth. Alors la wilaya de Beyrouth, ça englobait la Tripoli, Saïda et Beyrouth, donc de toutes les villes du littoral, tout le littoral syro-libanais, et la moitié de la Palestine, elle était de 30 000 km², 3 fois le Liban actuel. Alors Beyrouth, au début du XIXe siècle, c'était un petit bourg de quelques milliers d'habitants, dominé par les familles sunnites, et elle va connaître son essor après le tracement d'une route qui relie Beyrouth à Damas. Ce qui fait que tout le commerce de l'intérieur syrien va converger vers Beyrouth, faisant de Beyrouth le port de Damas, et parallèlement, Beyrouth va connaître un boom démographique au XIXe siècle avec l'arrivée de familles juives et maronites qui fouillaient la montagne et l'arrivée de familles grecques orthodoxes et grecques catholiques qui fouillaient la Syrie suite au massacre qui fouillaient Damas suite au fameux massacre et qui fouillaient le sud de la Syrie, le Houran, en raison des incursions des tribus wahhabites qui étaient le Daesh de l'époque. Et c'est justement Beyrouth et cette montagne qui l'entoure vont connaître un processus de différenciation qui va les distinguer du reste du monde. Alors le premier élément de cette différenciation qui va leur donner une personnalité particulière, c'est que ce territoire, il est plus de chrétiens. Et les chrétiens ne voulaient pas être gouvernés par les musulmans. Et le deuxième élément, c'est que ce territoire va connaître une ouverture à la modernité occidentale. Alors, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, le point de départ de cette ouverture a été l'arrivée de missionnaires protestants qui sont venus de Boston. On se demande comment ils ont entendu parler de Beyrouth à Boston. Ils arrivent à Beyrouth et ils commencent à convertir, pas les musulmans parce qu'ils risquaient leur tête, mais les catholiques et les orthodoxes. Rome va dépêcher les jésuites en renfort pour fonder un séminaire et former le clergé local pour contrecarrer cette propagande protestante. Et donc, les jésuites arrivent et une compétition se fait entre jésuites et protestants américains pour le grand bonheur des humains. Quand un fait une école, l'autre fait une école. Quand un fait une faculté de médecine, l'autre fait une faculté de médecine. À telle enseigne qu'un jour, on pose la question à un de ces protestants, on lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire à Saïda ?» Il dit « Je viens ouvrir 2 écoles. Parce que dès que je vais ouvrir une école, les jésuites seraient là pour ouvrir la seconde. » Et de fait, Beyrouth se retrouve à la fin du XIXe siècle avec 2 universités, le Syrian Protestant College, qui est l'ancêtre de l'université américaine actuelle de Beyrouth, et l'université Saint-Joseph francophone des Jésuites, ce qui va faire de Beyrouth le grand centre universitaire dans l'Empire ottoman. Alors, parallèlement, on assiste au déferlement à l'époque, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, des congrégations catholiques françaises qui fouillaient les lois de la laïcité en France. Il y aura les frères maristes, les écoles chrétiennes, les sœurs de Besançon, les sœurs de Nazareth, les sœurs de la Charité, les lazaristes, qui vont venir s'installer à Beyrouth et dans les montagnes qui l'entourent et qui vont ouvrir des écoles. Et là, il y a une page de la laïcité à la française qui n'est pas très connue, de la Troisième République anticléricale, qui combattait les jésuites en France et les partis à leur secours en Orient. C'est que quand les jésuites ont voulu ouvrir une faculté de médecine, ils s'adressent à Jules Ferry, qui était la formation anticléricale, qui était président du Conseil, et pour voir son aide. Et Jules Ferry leur donne 150 000 francs pour la fondation d'une école de médecine à Beyrouth. Et quand on vient dire à Jules Ferry, mais comment, qui est en train d'aider les jésuites à Beyrouth qui propagent l'esprit de Rome et non celui de la République, sa réponse a été l'Orient est profondément religieux. Si on arrive avec le concept de la laïcité, on risque d'être éjecté, et ce sont les Anglais qui prendront notre place. C'est que ces hommes de la Troisième République avaient très bien compris que ces religieux français à Beyrouth formaient des élites locales, francophones et activistes à la France. Et le commandant Charles de Gaulle, qui est connu, qui était en poste à Beyrouth au début des années 30,
a écrit à propos de ces religieux français: les religieux chassés par la France recréèrent à des nouvelles forces. Alors, ces écoles missionnaires, que ce soit protestantes ou catholiques, vont contribuer à cette identité libanaise en construction, puisque les familles de la bourgeoisie sunnite de Beyrouth, les familles juives, envoyaient leurs enfants dans ces écoles, ils vont grandir à côté de leurs copains chrétiens, et tout le monde va sortir du même moule, qui était celui des Lumières, c'est-à-dire celui de la méthode expérimentale, de l'esprit critique, de l'esprit de l'état de droit et de la littérature, familiarisé avec la littérature occidentale. Alors tout ça a fait que Beyrouth se retrouve à la fin du XIXe siècle avec une élite intellectuelle qui sera à l'origine de la Renaissance arabe, Al-Nahda, et Teddy Lawrence d'Arabie a écrit à leur propos, ces hommes, parlant de ces intellectuels, ces hommes, la richesse de la ville faisait de Beyrouth une cité considérable. Alors, il y a eu aussi une ouverture de ce territoire envers l'économie mondiale, notamment avec l'Union. C'est que les soignants libanais, suite à une maladie qui vient à soi, ils vont investir dans la montagne libanaise, ouvrir des magnaneries, et les montagnards libanais vont se convertir en grand nombre à la sériciculture. Et on estime que la moitié des revenus du Mont Liban, de la Montassarifia, provenait du commerce de la soie avec lui. Mais peut-être le phénomène le plus important sociologique qui a contribué à donner à ce territoire sa personnalité, c'est cette émigration massive que va connaître la Montassarifia dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On estime que les côtes libanaises, avec l'Italie du Sud, ont été les points de départ les plus importants vers les deux Amériques dans la deuxième moitié du XIXe siècle, bien sûr en proportion de leur population, parce que le Liban c'est tout petit par rapport à l'Italie du Sud. Et ces immigrés envoyaient en retour de l'argent, qui contribuaient à enrichir leur famille, et certains revenaient vivre dans le pays et ramenaient avec eux un mode de vie à l'occidental, avec un tour d'esprit anglo-saxon. Et il y a aussi toute une littérature qui s'est développée dans ces pays d'émigration, écrite en arabe, donc lue au Liban, et qui va contribuer à modifier les mentalités. C'était une littérature influencée par la littérature hispanique du Sud, de lusophone au Brésil et anglo-saxonne aux États-Unis. Donc, le vieux monde, voilà donc la situation de ce territoire libanais à la veille de la Première Guerre mondiale, à la fin de l'époque ottomane. Donc, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors, le clair-obscur, c'est la Première Guerre mondiale, et les monstres seront responsables d'une grande famine qui va décimer le tiers de la population de la montagne du Mont Liban. Le tiers de la population qui vont mourir de faim, un événement important. Et comme on a vu, la population de ce territoire, c'était surtout des maronites, ce qui va déterminer l'Église maronite à vouloir agrandir ce territoire pour le rendre viable sur le plan économique, en y associant des plaines et des ports, au risque d'intégrer des populations musulmanes et de perdre la suprématie démographique. Donc d'où ce projet du Grand Liban. Alors le Grand Liban, c'est le Liban actuel, mais il a changé de nom 6 ans après. Donc d'où ce projet du Grand Liban, par opposition au territoire autonome du Grand Liban, qui faisait le 40% du Liban, qui était la Montassarifia. Et ce projet va se heurter d'emblée, en pleine Première Guerre mondiale, à un autre projet, celui d'une grande Syrie, incluant le Liban. Alors, donc là, c'est un Liban indépendant, mais c'est un Liban qui est dans une grande Syrie, et cette grande Syrie incluant le Liban sera portée par l'émir Faisal. L'émir Faisal, alors c'est qui l'émir Faisal? C'est le fils du shérif de la Mecque, qui était le gardien des villes saintes de l'islam. Ce n'était pas un Syrien, ce n'était pas un Libanais, c'était du Hijaz, c'est-à-dire en Arabie saoudite. Et il était l'allié des Britanniques dans la révolte arabe contre les Ottomans. Et il avait des prétentions sur le trône de la Syrie et du Liban, et il finira comme roi d'Irak. Alors, Faisal a grandi à Istanbul, il a fréquenté ses écoles dans le climat cosmopolite d'Istanbul, où son père était exilé par le sultan. Et c'était un esprit évolué, ouvert,
mais il était trop jeune au moment de ce grand marchandage que va connaître la région au lendemain de la Première Guerre mondiale et se laisse manipuler par Laurence d'Arabie et servira à son insu des intérêts britanniques. Alors que les Britanniques miroitaient aux Hachémites, c'est-à-dire à la famille de Faisal, un royaume arabe uni, ils vont se partager la région avec les Français dans ce qui est connu des accords de Sykes-Picot, qui sont signés en pleine Première Guerre mondiale, et ces accords prévoient que la Syrie et le Liban seront en zone d'influence française. Mais ces accords restent secrets, donc ils ne vont pas perturber cette alliance entre les chérifiens, c'est-à-dire entre Faisal et les Britanniques, et les troupes de Faisal venant de Hijaz et les troupes britanniques venant d'Égypte vont chasser l'armée ottomane du Levant et rentrer à Damas le 1er octobre 1918. Quelques jours plus tard, les Britanniques, respectant les accords de Sykes-Picot, laissent débarquer les Français en premier à Beyrouth et le lendemain, les troupes britanniques arrivent au Liban. Donc c'était eux les maîtres des lieux, c'était eux qui ont chassé l'armée ottomane. La présence française à ce stade n'est que symbolique. Fin du mois d'octobre 1918, effondrement de l'Empire ottoman. La famille Picot, Georges Picot, avait ici sur la Le paroisse. vide qui va se créer dans cette région, et pour combler ce vide, on va retrouver nos deux projets qu'on vient de définir, celui d'un grand Liban des Maronites et celui d'une grande Syrie de Faisal, incluant le Liban. Alors la compétition entre ces deux projets va se faire dans le cadre de la conférence de paix qui se tenait à Paris et qui préparait le traité de Versailles. L'arbitrage revenait à Clemenceau, puisqu'on était en zone française. Faisal va venir lui-même à la tête d'une délégation où il avait Laurence d'Arabie aussi pour défendre son projet d'une grande Syrie incluant le Liban. Et les Libanais, c'est-à-dire les habitants de la Basse-Arabi et de ce territoire autonome, c'était eux qu'on appelait les Libanais à l'époque seulement, dépêcher 3 délégations pour défendre un grand Liban. Alors la deuxième délégation libanaise sera conduite par le patriarche maronite, le patriarche Tawaye, qui vient avec des évêques maronites et un évêque grec catholique de Zarqui. Et on raconte que quand Clemenceau voit la délégation libanaise des prélats avec des barbes, des croix sur la poitrine, lui qui était un anticlérical, il s'adresse au patriarche en disant « Béatitude, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est pour me convertir, c'est un peu trop tard. » Ce qui permet de détendre l'atmosphère et on va passer aux choses sérieuses. Et après avoir longuement écouté le patriarche, Clemenceau lui dit « Vous ne voulez pas être gouverné par les Arabes, sous-entendu les musulmans, je peux vous assurer que vous ne le serez pas. Vous voulez être complètement indépendant, vous le serez également. » Donc Clemenceau s'engage pour un Liban indépendant. Mais il ne définit pas les frontières de ce Liban. Parce qu'à ce stade, il est encore en discussion avec Faisal. Il ne voulait pas compromettre ses pourparlers. Et il estimait qu'il faut une personnalité prestigieuse comme Faisal permettait de faire accepter facilement le mandat français aux nationalistes de Damas. Donc il cherchait à avoir un accord avec lui. En revanche, le patriarche, lui, avait une idée très précise sur les frontières qu'il voulait. Il voulait en gros le Liban actuel. Alors les choses vont finir par se débloquer au bout d'un an, c'est-à-dire en novembre 1919, un an après l'effondrement de l'Empire ottoman, les Britanniques finissent par accepter la relève de leurs troupes par les troupes françaises sur le littoral syro-libanais. Et l'intérieur syrien était entre les mains des hommes de Faisal, avec Faisal qui était à Damas. Donc la Syrie actuelle était entre les mains des hommes de Faisal, et le littoral syro-libanais était il y a eu la relève des troupes françaises. Et c'est à l'occasion de cette relève que Clemenceau décide l'envoi dans la région d'une personnalité militaire prestigieuse, et le choix tombe sur le général Henri Gouraud. Et je salue dans la salle la présence de l'amiral Gouraud, qui est le petit neveu du général. Il avait connu
en Champagne, sur le front en Champagne, il a apprécié ses qualités et c'était l'héros de la bataille du 15 juillet 1918 qui a refoulé la dernière offensive allemande. Alors le général Gouraud était à ce moment-là gouverneur de Strasbourg. Il n'était pas très chaud d'aller, c'était un poste prestigieux pour une génération qui a rêvé de la revanche. Il n'était pas très chaud pour aller au Liban et pour le convaincre, Clémenceau lui dit « Votre mission consiste, à la faveur de cette relève, à établir au fond de la Méditerranée un centre de rayonnement français. » Et parallèlement, il avance avec Faisal, il obtient un accord avec Faisal, un accord provisoire, en attendant la signature d'un accord définitif. Donc Clémenceau arrive à cet accord, dans lequel Faisal accepte l'indépendance d'un Liban, mais toujours sans définir les frontières de ce Liban. On sait des confidences de Faisal que c'est un Liban plus petit que le Liban actuel, plus grand que la Mutasarrifiya, sans Tripoli, sans Beyrouth et sans une partie de la Bekaa. Mais à son retour à Damas, Faisal mesure l'hostilité des nationalistes syriens à toute idée de mandat français. Il n'osera jamais revenir à Paris pour signer l'accord définitif et il se laisse déborder par les nationalistes de Damas qui vont proclamer en mars 1920 le royaume arabe de Syrie, une monarchie constitutionnelle avec à sa tête Faisal. Alors ce royaume arabe de Syrie englobe la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine et même un petit bout de la Turquie et le sud du Tauros, là où il y a eu le tremblement de terre il y a quelques jours. Ce royaume sera refusé par les Français, refusé par les Britanniques, qui vont se réunir ensemble à Saint-Rémy, sur la côte Ligure, en avril 1920, pour se partager la région en zone de mandat français et zone de mandat britannique. Alors, cette carte de Saint-Rémy, qui elle a été appliquée sur le terrain, est différente de celle de Sykes-Picot dont tout le monde en parle. Dans Sykes-Picot, le nord de l'Irak, Moussoul, elle était dans la région française. Là, elle devient britannique. Et la Palestine, dans Sykes-Picot, était internationale. Là aussi, elle devient aussi britannique. C'est qu'entre-temps, Clémenceau leur a cédé ces deux territoires. Donc, récapitulons. Les Français sont sur le littoral syro-libanais. L'intérieur syrien, c'est entre les mains des hommes de Faisal. Gouraud est à Beyrouth, Faisal est à Damas. Pour imposer le mandat sur l'ensemble Syrie-Liban, le général Gouraud lance un ultimatum à Faisal et devant le refus de celui-ci, les troupes françaises entrent à Damas après avoir vaincu les troupes chérifiennes à la bataille de Khan Maïsanoun le 24 juillet 1920. Alors, quelques jours plus tard, devant une foule en liesse à Zahli, une ville chrétienne de la Bekaa, le général Gouraud annonce la volonté de la France d'annexer la Bekaa à la Mutasarrifiya, au territoire autonome, et il dit c'est là la base du Grand Liban. Mais à cette étape-ci, les décideurs français n'étaient pas encore d'accord entre eux sur les frontières à donner à ce Liban. Alexandre Milrand, qui était président du Conseil et qui a succédé à Clémenceau, écrit à Gouraud, d'abord il le félicite pour Maïsanoun, et après il lui dit une affaire aussi importante que les frontières des États, ça ne se traite pas par télégramme, venez à Paris pour qu'on discute de vive voix, et lui envoie en même temps un projet de division de la zone de mandat français, c'est-à-dire Syrie-Liban, en 9 entités différentes. Et il ajoute, Beyrouth et Tripoli n'ont pas leur place avec le Liban. Le général Gouraud lui répond, 9 entités, ça ne marchera jamais, et les échanges entre les deux hommes vont durer tout le mois d'août 1920, donc tout le mois d'août, là on est à quelques semaines de la proclamation du Grand Liban, et à la fin, mi-Rancet, à la fin du mois d'août, mi-Rancet, il écrit à Gouraud en disant « Vous êtes sur place, vous êtes plus à même de juger de la situation, et donc c'est le général Gouraud qui va trancher et qui va diviser la zone du mandat français en 4 entités différentes, l'État du Grand Liban, le gouvernement de Damas, le gouvernement d'Alep et le territoire d'Alep. L'État du Grand Liban deviendra 6 ans plus tard la République libanaise, donc c'est le Liban actuel.
Le gouvernement de Damas et le gouvernement d'Alep vont fusionner ensemble en 1925 pour donner la Syrie. Donc le Grand Liban est né 5 ans avant la Syrie. Il n'a pas été détaché de la Syrie. Tous les deux sont issus de ce vide qui s'est créé après l'effondrement de l'Empire ottoman. Donc tout était prêt pour que le 1er septembre 1920, c'était un mercredi à 17h de l'après-midi, le général Gouraud devant la résidence qui n'est pas à Beyrouth, l'actuelle ambassade de France, avec à sa droite le patriarche maronite, à sa gauche le mufti sunnite de Beyrouth, proclame dans un discours aux accents horaciens le Grand Liban. Donc, en ce 1er septembre 1920, une nouvelle nation est née, la nation libanaise. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il suffit qu'un général, surtout le général Gouraud, dessine des frontières pour créer une nation? Qu'est-ce qu'une nation? C'est le titre d'une conférence d'Ernest Renan où il nous dit, entre autres choses, que c'est le désir de vivre ensemble. Donc la vraie question, quel a été le désir de vivre ensemble de toutes ces communautés libanaises et de vivre à l'intérieur de ces frontières du Grand Liban? Alors d'abord, les catholiques, maronites et grecs catholiques, on a vu, eux, c'était leur rêve. On les voit réaliser ce rêve, ils étaient très contents. Mais des gens parmi eux commencent à se poser des questions, on dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut faire un foyer national chrétien et on est en train de faire entrer beaucoup de musulmans, donc on va perdre la suprématie démographique, et des voix commencent à s'élever pour faire sortir un Tripoli qui était sunnite et le sud-Liban qui était chiite. Alors les Druzes, eux, ils étaient plutôt contents de ce Grand Liban. Ils avaient une tradition de vivre avec les Maronites dans ces montagnes depuis plusieurs siècles. Eux aussi, ils s'étouffaient dans la Mutasarrifia, dans ce territoire ottoman. En revanche, les Grecs orthodoxes vivaient avec les sunnites dans les grandes villes du Levant, à Alep, Damas, Hama, Beyrouth, Tripoli et Saïda. Donc on mit une frontière, on coupe la communauté en deux, et le patriarche grec orthodoxe qui était avec Faisal, on le surnommé le patriarche des Arabes. Donc les Grecs orthodoxes étaient plutôt partagés. Il y avait des familles comme au Liban, la famille Touaïn qui était avec le Grand Liban, alors que la famille Sosso était avec Faisal. Les chiites étaient avec Faisal, mais très vite ils réalisent quand même cette affaire du Grand Liban est intéressante pour eux, parce que tous les regroupements chiites de la région du Levant se retrouvent dans le même pays, alors qu'avant ils étaient noyés dans le monde sunnite. Et la puissance mandataire, la France, leur donne les tribunaux jafariques, c'est-à-dire le droit en matière de droit de la personne d'être jugé par des chefs selon la loi jafarique et non pas par des chefs sunnites selon la loi hanafique, comme c'était le cas sous l'Empire ottoman. Alors les sunnites, eux, ils étaient contre. Et ça, on peut un peu les comprendre, c'était les mêmes familles à Beyrouth et à Damas. Beyrouth était le port de Damas, Alep, Tripoli, le port de Homs et de Hama. Donc on met une frontière, on sépare des familles en deux, on coupe ces deux villes de leur arrière-pays. Et les sunnites vont persévérer dans leur opposition au Grand Liban pendant 20 ans, où ils vont réclamer le retour des territoires contestés à la même patrie, la Syrie, c'est-à-dire tout ce qu'on a ajouté à la Mutasarrifia. La Mutasarrifia est chrétienne, elle était autonome, elle peut devenir indépendante, elle vit sa vie, mais eux, ils veulent revenir avec la Syrie. Jusqu'à la fin des années 30, où on assiste à un rapprochement qui se fait entre la grande bourgeoisie sunnite, notamment celle de Beyrouth, et les élites chrétiennes. Et un maronite Charafouri et un sunnite Riyad al-Salah scellent ensemble le pacte national et obtiennent l'indépendance du Liban dans le contexte des rivalités franco-britanniques en 1943. Alors ce pacte national stipule que les chrétiens disent non aux Français, que les musulmans disent non aux pays arabes, pour se mettre ensemble et fonder une même nation. En écho à cette formule, un journaliste libanais, Georges Mahash, écrit un article intitulé « Deux négations ne sont pas une nation ». Il ne suffit pas de dire non aux Français et non aux Arabes pour avoir suffisamment d'éléments pour être ensemble. C'est que malgré le rapprochement des élites, le peuple, lui, continue à se tourner le dos. Les chrétiens regardaient la France, De Gaulle, la Méditerranée, les musulmans regardaient l'Égypte de Nasser,
et vibrer au rythme de l'OLP d'Arafat. Ça, c'est le Liban de mon enfance. C'était en fait deux rêves dans un même. Et tout ça va finir par une guerre civile qui va éclater en 1975 dans le contexte de l'arrivée de la résistance armée palestinienne au Liban et de l'installation de Yasser Arafat à Beyrouth. Mais paradoxalement, cette guerre civile a contribué à nous rapprocher. Dans l'épreuve, les Libanais ont réalisé que de toutes les formules, la meilleure restait de vivre ensemble. Et que malgré nos différences, on avait beaucoup de choses en commun. Et à l'assassinat de Rafik Hariri en 2005, son fils proclame devant le fauteuil de son père « Le Liban d'abord, le Liban d'abord, le Liban d'abord », fermant ainsi cette parenthèse dans l'histoire de la communauté sunnite où il était suspect de favoriser son appartenance arabe à son ancrage libanais. Et comme on l'a vu récemment, en octobre 2019, tout un peuple est descendu dans la rue pour proclamer fort son attachement à l'entité libanaise. C'est que les identités ne sont pas gravées dans le marbre. Elles sont évolutives et comme l'a écrit Henri Laurence, près d'un siècle après, les sociétés arabes ont évolué dans un cadre différent et divergent. Elles ne sont plus issues du même moule. Alors, de quel moule est issu le Liban? Créé au début du XXe siècle, dans le contexte du nationalisme triomphant, où chaque peuple cherchait à obtenir un pays homogène sur le plan ethnique et religieux comme dans les Balkans, le Liban sera d'emblée un pays multicommunautaire, composé de 18 communautés, toutes minoritaires. Aucune n'est en position de dominer les autres. Et chaque fois qu'une communauté devient agressive, les autres se liguent contre elle pour la neutraliser. Donc dans cette dialectique entre forces opposées que réside cet espace de liberté qui a de tout temps caractérisé le Liban. Alors le Liban apparaît comme l'antithèse du nationalisme, le nationalisme à ne pas confondre avec le patriotisme. Le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine des autres, comme le dit Romain Gary. Alors pour conclure, on peut dire que créer dans des conditions improbables, on a vu sur la dernière minute, on n'était pas d'accord sur les frontières, et que Faisal serait été un peu plus malin, il aurait pu avoir une Syrie avec une partie du Liban, rejeté à sa création par une partie de ses citoyens, pas seulement les sunnites, mais aussi la moitié des orthodoxes et une partie des catholiques, dénigré tout au long du XXe siècle par le nationalisme arabe et le nationalisme syrien, le Liban s'est révélé en fin de compte une nation singulière. Singulière parce que ça a été un espace de liberté en comparaison à ces dictatures qui régnaient dans la région. Une nation singulière parce que le Liban a respecté l'épanouissement de ses citoyens dans leur identité multiple. On peut être à la fois libanais et arménien. C'est dans les communautés arméniennes du Liban, avant 1975, que va se propager l'héritage arménien et que va vibrer l'âme arménienne, beaucoup plus qu'en Arménie soviétique, beaucoup plus que chez les Arméniens assimilés en Occident. Une nation singulière parce que le Liban a été un refuge tout le long du XXe siècle pour tous les persécutés du Proche-Orient, et il apparaît comme l'héritier d'Alexandrie, de Constantinople, et dépositaire de ce cosmopolitisme proche-oriental. Une nation singulière parce que le Liban est une démocratie de consensus et non pas une démocratie du nombre où la communauté la plus nombreuse impose sa loi. Et enfin, une nation singulière parce que le Liban s'est comporté comme un foyer de rayonnement culturel sur ces rivages orientaux de la Méditerranée. Alors tout ça a fait dire au pape Jean-Paul II, le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident. Mais le paradoxe tragique du Liban, c'est qu'au moment où la nation libanaise commence à voir le jour, on assiste à l'effondrement de l'État libanais. Dans un article récent dans le journal Le Monde, il est écrit « Le Liban a cessé d'être un État. Le pouvoir est plus que jamais dans les mains d'un cartel de peu de partis communautaires où cohabitent notables traditionnels, anciens chefs de guerre et affairistes, une caste de cancres en politique publique et de génie en politique politicienne, et d'ajouter
le Liban ne suscitera bientôt plus de l'énervement, mais du découragement, de l'ennui, un désintérêt poli, la pire des punitions pour un pays qui a un temps fasciné le monde. C'est qu'aujourd'hui le Liban est menacé, très menacé par ses propres démons, menacé aussi par le jeu de la géopolitique régionale et les ambitions de l'Iran avec le Hezbollah, son bras armé, le Hezbollah au Liban. C'est pourquoi il est important que les Libanais prennent conscience de la singularité de leur pays et que le monde les aide à le préserver pour que le Liban ne vienne pas rejoindre la longue liste des paradis perdus qui hantent la conscience de l'humanité. Voilà, merci. Merci beaucoup, Stani. J'indique qu'après l'intervention de Michel Hellou, il y a interrogation écrite pour vérifier que vous avez tout compris sur l'histoire de la constitution du Liban. Avant de donner la parole à Michel Hellou, je voudrais rappeler ce que le général de Gaulle, on vient de rappeler qu'il avait été en poste avant la Deuxième Guerre mondiale au Liban, et le général de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, écrit que lorsqu'il a pris l'avion en 1941, il se disait « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples ». Et il continue dans ses mémoires « Je savais qu'au milieu des facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait. » Alors, je donne la parole à Michel Hellou pour nous expliquer ces facteurs enchevêtrés, analyser la situation avec lucidité, mais aussi, je l'espère, un peu d'espoir. Michel. Merci Laurent. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est un vrai honneur de pouvoir nous exprimer devant vous ce soir. Il y a beaucoup de monde dans l'église et je pense que si vous êtes si nombreux ce soir, c'est peut-être parce que vous êtes venus pour nous écouter à nous, au Dr Boustani et à moi. C'est peut-être aussi parce que vous êtes des adeptes de la rencontre des ternes, mais c'est sans doute et plus probablement parce que le thème de ce soir, le Liban, compte pour vous. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu de notre rencontre, être capable de comprendre et de raconter pourquoi le Liban dépasse largement ses frontières. Je vais commencer par un constat douloureux. Le Liban, tel qu'on l'a connu, n'existe plus. Il nous faut autant de lucidité pour prendre acte de son effondrement qu'il nous en faut pour le concevoir autrement. Ça demande évidemment une part de renoncement, mais surtout une dose bien supérieure d'espoir et d'engagement dont je vais essayer de vous parler ce soir. Oui, le constat est implacable. Nous avons jusqu'à maintenant échoué à faire du Liban un État, à construire un pays véritable qui assure la dignité et le bien-être de ses citoyens. Nous avons non seulement échoué, mais nous avons aussi régressé. Et si je reviens un peu à la phase historique dont a parlé le docteur Boustani, le Liban qui en 1866 voyait les premières universités de la région éclore, en 1890 avait de l'éclairage public, de l'électricité et du gaz, en 1895 se targuait d'avoir les premiers chemins de fer de la région, en 1926 la première constitution moderne de la région, une adaptation intelligente des constitutions françaises et belges. Au milieu du siècle, ce Liban construisait des institutions modernes, elles aussi, et voyait son économie se développer. Eh bien, ce Liban, avec la guerre civile de 1975, a vu son essor s'arrêter net. Depuis, et malgré de nombreuses tentatives, le pays est en recul. Ce sentiment de régression, d'ailleurs, est très partagé au Liban, puisque le plus grand loisir des Libanais, après l'humour noir, c'est la nostalgie. Aujourd'hui, le Liban est un paradis perdu.
Il n'y a pas de justice, c'est le règne de l'impunité et l'explosion du port de Beyrouth en est le meilleur exemple. Hier, on commémorait l'assassinat du Premier ministre Hariri, tué le 14 février 2005 par le Hezbollah. Bien, les responsables n'ont toujours pas été remis à la justice. Il y a une semaine, c'était l'intellectuel Lokman Slim, dont on commémorait aussi l'assassinat, tué en 2021 par les mêmes assassins. Et entre-temps, des dizaines d'autres ont été assassinés. Le système politique, au-delà de la justice, est lui aussi complètement dysfonctionnel, tant les textes et cette malheureuse constitution ont été bafoués. Au Liban, on ne parle pas de projet politique, ni de politique publique, mais uniquement de lutte pour le pouvoir et de défense de sa communauté. La politique au Liban, c'est comme le disait l'historien américain Henry Adams, l'organisation systématique des haines, et rien de plus. On avait avant la guerre un semblant de système démocratique qui fonctionnait et qui était quasiment unique dans la région, avec une véritable opposition entre le pouvoir et justement l'opposition, avec une alternance du pouvoir. Mais depuis la fin de la guerre civile, depuis en particulier les 15 dernières années, ça a été le retour à la loi des tribus, une sorte de loya jirga à l'afghane. Soit c'est l'unanimité, on est tous d'accord autour de la table, une sorte de table mafieuse, soit c'est le blocage total. Il y a une absence complète de reddition des comptes, pas de sanctions lors du vote, car chacun vote soit pour sa tribu, soit pour le camp auquel il a appartenu pendant la guerre. Le paysage politique, qui était un paysage relativement diversifié avant-guerre, est devenu un paysage presque entièrement confessionnel, justement par le fait de la guerre. Pire, un paysage où l'on a anéanti les nuances. Car pendant la guerre, il fallait choisir son camp. Le sens de la chose publique, quant à lui, le sens du bien commun, avait quasiment disparu. C'était le retour à la jungle. Au-delà de ça, le Liban est un pays où l'on n'enseigne pas l'histoire. En tout cas, on n'enseigne pas depuis 1943, date de notre indépendance. On enterre le passé qui devient à son tour un vaste cimetière, un cimetière dont les cadavres ressortent pour former des champs de mines. Il n'y a pas d'économie qui tienne aujourd'hui. La croissance économique a été illusoire pendant des années, fondée sur l'endettement et la dépendance à la diaspora et aux aides internationales. Finalement, c'est tout un système dans lequel la population a été trompée et qui a explosé en plein vol en 2019. Tout ça fait que c'est, comme très souvent au Liban, la société et la démographie qui payent. Pendant 15 ans de guerre civile, il y a eu 150 000 morts environ, les estimations évidemment sont très variables, et des centaines de milliers d'émigrés. Pendant 30 ans de crise économique continue, c'est aussi la société qui a été la variable d'ajustement, avec une émigration massive. Mais aujourd'hui, ce n'est plus juste de l'émigration, aujourd'hui c'est un véritable exode, un exode massif de la population. Et on assiste à un changement démographique dû à la fois au départ massif des Libanais, et en particulier de la jeunesse, et aussi à l'accueil massif de réfugiés de toute la région. Et ce changement démographique, sans tomber dans les haines et un discours raciste, ce changement démographique, factuellement, met en danger aujourd'hui l'existence même du Liban. J'étais en vadrouille le jour des élections, le 15 mai dernier, avec un ami à moi qui était en campagne, qui habitait en France et qui était venu pour le week-end des élections pour nous soutenir. Et son premier constat, à travers ce tour qu'on faisait dans la montagne, c'était de me dire, le pays est vide. Il est vide de sa population, il est vide de sa jeunesse. Alors pourquoi a-t-on échoué? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Est-ce que c'est la complexité du tissu libanais? Est-ce que c'est des siècles d'occupation étrangère? Est-ce que ce sont les interventions extérieures? Cette guerre pour les autres dont parlait Ghassan Touaini? Est-ce que c'est la responsabilité des élites? Est-ce que c'est l'émigration continue qui a vidé le pays de sa substance et qui l'empêche de redémarrer? Peu importe les causes, elles sont certainement multiples et complexes. Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas
être condamnés à l'échec. Car, comme le disait l'écrivain Samir Assi, notre seul rêve est d'avoir confiance en l'avenir. Et justement, il y a un paradoxe. Je reviens un petit peu à la présentation que faisait le docteur Boustany. En 1920, nous n'avions pas de nation, mais nous avons graduellement construit un État. Bien, aujourd'hui, nous n'avons plus d'État, mais il semblerait que nous ayons une nation. Et ça, on l'a vécu graduellement ces dernières années, et moi je l'ai touché du doigt, justement, lors des élections. Moi j'ai 33 ans, je suis né et j'ai grandi en Europe. Mon éveil politique, ça a été le 14 mars 2005, lorsque, prenant mon courage à deux mains, j'ai séché un cours de latin le soir. J'étais à Franklin, pas très loin d'ici, je pense que pas mal de gens connaissent cette école, pour aller manifester devant l'Assemblée nationale française contre l'occupation syrienne du Liban. Ça a été un moment fondateur, parce que pour la première fois dans ces proportions, les Libanais s'unissaient face à un occupant, et c'était quelque chose qui combinait de très nombreuses communautés. L'écrasante majorité des sunnites, des chrétiens, des druzes, soutenaient ce mouvement et étaient présents dans la rue. Quelques années plus tard, en 2015, je décide d'aller vivre au Liban pour prendre la direction d'un journal presque centenaire dont on a parlé rapidement, qui était un héritage de mon arrière-grand-père, L'Orient le Jour. Ce qui m'a permis aussi de plonger davantage et de mieux comprendre ce pays, mon pays. Le 17 octobre 2019, c'était un second moment fondateur qui survient, un soulèvement populaire massif pour la citoyenneté contre le système politique actuel. Et cette fois-ci, ce sont toutes les communautés qui sont descendues dans la rue, unies par le sentiment d'humiliation et de dégoût. Quelques mois plus tard, le 4 août 2020, Beyrouth explose et avec beaucoup d'illusions, notamment celle que notre révolution allait mener à des résultats immédiats. Pour moi, ça a été un autre déclic, celui qui m'a décidé à m'engager et à entrer en campagne pour les élections législatives de 2022. La première chose que j'ai fait en tant qu'enfant de la diaspora, c'est d'aller m'enfermer dans un couvent pour apprendre l'arabe. Ensuite, on a monté une équipe de campagne qui était faite quasiment que de jeunes. On n'avait presque aucune expérience, mais on avait une détermination hors norme, avec un seul but, faire campagne contre un système mafieux et milicien, hors des alignements confessionnels. J'ai décidé de me lancer dans ma circonscription de Baabda, en périphérie de Beyrouth. Pas seulement parce que c'est là d'où je viens, mais aussi parce que Baabda, c'est la ligne de démarcation. Baabda incarne le Liban, Baabda contient presque tout ce que le Liban contient de diversité et de meurtrissures héritées de la guerre civile. On a fait campagne sur le terrain, un programme à la main, village par village, rue par rue, maison par maison. Ça m'a coûté cher aussi en termes d'apparence, mais je changeais de coiffeur chaque 2 semaines pour profiter de leur réseau. Faut jamais sous-estimer la puissance des coiffeurs en politique. J'ai perdu de justesse, mais notre score était bien au-delà de nos espérances dans une bataille qui semblait perdue d'avance. Il y a quand même 13 députés qui sont arrivés au Parlement, 13 sur 128, donc c'est une minorité, mais pas négligeable, 13 sur 128, hors des partis traditionnels, hors des alignements confessionnels. Et j'ai appris une chose de ces élections, c'est que oui, le changement est possible. Par la jeunesse, par la diaspora, par le changement des mentalités, par un vote laïque, on a eu des voix de toutes les confessions, ce qui a montré la capacité des électeurs à sortir des ornières confessionnelles, en tout cas une partie non négligeable d'entre eux. Par le vote sanction aussi, on a vu la capacité aussi des gens à demander des comptes, enfin, et à se retourner aussi contre un vote familial, à voter sur des idées et non sur des identités. Après les élections, j'ai décidé de poursuivre en politique et de m'y consacrer pleinement, en prenant la tête d'un parti historique, le Bloc National, que nous avons relancé avec une équipe de jeunes.
Alors, quel Liban veut-on? Tout d'abord, et je pense que c'est important de le dire, aussi en revenant à la présentation du docteur Boustany, nous voulons le Liban, tout le Liban, et le Liban tel qu'il est dans ses frontières actuelles. C'est important de le dire face aux velléités partitionnistes et sectaires qui, malheureusement, contaminent souvent le débat public au Liban. On a souvent tendance à se recroqueviller sur sa propre identité, sur sa propre communauté, sur sa propre tribu, quand la situation va mal. Nous voulons un État laïque, un État qui consacre la citoyenneté, un État au service de tous les Libanais. Je parle dans une église imposante, et je dis que le Liban ne sera pas chrétien, mais il ne sera pas musulman non plus. Le Liban sera libanais. Le Liban, ce n'est pas une forêt uniforme, le Liban, c'est un jardin avec des arbres différents. Et la lucidité, c'est d'accepter que le pays a changé de visage. Oui, les chrétiens sont devenus minoritaires. Ça veut dire qu'on va renoncer au maronitisme politique tel qu'il était conçu en 1920, mais ça ne veut pas dire qu'on va renoncer au jardin. Il nous faut revitaliser cette diversité. Souvent, quand j'étais à Lorient le jour, je recevais la visite de beaucoup de gens, notamment beaucoup de Français passionnés par le Liban, notamment les gens d'ONG du type SOS Chrétien d'Orient, qui venaient me voir tout le temps en me disant « Faites attention, on a peur pour vous, les chrétiens sont en danger, etc. » Et à chaque fois, je me posais la question, je me disais « Mais est-ce que vraiment, moi, je me sens en danger au Liban? Est-ce que j'ai besoin de leur défense? Mais me défendre contre qui? Si c'est pour me défendre au sens me monter contre une autre communauté, monter les communautés les unes contre les autres, j'ai pas besoin de cette défense-là. Je pense que c'est très important et j'avais envie de leur dire, je comprends votre peur, mais n'ayez pas peur pour les chrétiens du Liban, ayez peur pour les Libanais tout court, ayez peur pour le Liban et pour ce qu'il représente. Les chrétiens en Orient peuvent et devraient s'inspirer des premiers chrétiens, minoritaires, mais ouverts, tournés vers l'autre. Les premiers chrétiens n'avaient pas peur. Et avant d'être des chrétiens, c'était des citoyens. Ils n'ont d'ailleurs pas cherché à imposer un État chrétien. Et au Liban, les chrétiens ne devraient pas avoir un projet d'État chrétien, ils devraient avoir un projet d'État de droit. Tout cela n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, les penseurs de la Nahda, la renaissance culturelle arabe, disaient déjà à l'époque, la religion est à Dieu et la patrie est à tous. En écho à cette phrase surprenante et précoce du Christ qui dit dans les évangiles qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Finalement, ça peut être interprété tout simplement comme une proclamation très précoce de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État. Le Liban qu'on veut, c'est aussi un État souverain, un État qui protège les libertés, l'initiative privée et garantit la justice sociale. Il est impératif de ramener le monopole de la violence légitime dans les mains de l'État, de reconstruire une diplomatie qui devrait retrouver son rang en affirmant la neutralité du Liban et de sortir de la guerre des axes, d'imposer aussi l'indépendance de la justice et mettre fin à cette culture d'impunité, et enfin, de défendre les libertés individuelles. Évidemment, il reste la plus grosse question qui est comment y arriver. Vaste programme. Je pense modestement qu'il faut combiner le pragmatisme et l'idéalisme. Le pragmatisme, c'est-à-dire comprendre et accepter la société libanaise, l'accepter telle qu'elle est. Il suffit pas de faire des incantations pour qu'une population éprouvée par 15 ans de guerre civile et des années de discours sectaires sorte du confessionnalisme. J'étais réuni pendant la campagne avec le maire de Kfashima. Kfashima, c'est une ville dans la circonscription de Babda, qui est sur la ligne de démarcation, une des villes qui a le plus souffert. C'est un village chrétien qui a été extrêmement éprouvé par des années d'affrontements. Et de sa fenêtre, le maire de Kfashima, une grande baie vitrée qui donnait sur la banlieue sud qui était à l'époque très diverse. Il y avait des gens de toutes les communautés et qui a été, nettoyée tristement pendant la guerre civile et qui est devenu aujourd'hui le bastion du Hezbollah. Il regardait cette baie vitrée, il regardait par la baie vitrée la banlieue sud
Et dans son discours, dans ses gestes, dans son regard, on sentait la peur. Et cette peur-là, il faut la prendre en compte. De même, on faisait campagne à Ain Remene, qui est aussi dans la circonscription de Babda. Ain Remene, c'est là où a commencé la guerre civile, et c'est là où l'histoire se répète. Puisque, en faisant campagne là-bas, la fumée venait tout juste de disparaître, après les derniers affrontements de Tayoun et qui avaient eu lieu au même endroit en octobre 2021 et qui avaient rappelé très exactement ce qui s'était passé le 13 avril 1975, le jour du déclenchement de la guerre civile. Alors comment faire pour désamorcer le conflit? Comment faire pour nous, jeunes gens un peu idéalistes qui débarquons des écoles françaises au Liban en disant aux gens mais n'ayez pas peur, il ne faut pas être confessionnel, il faut penser à la citoyenneté. Je pense que le seul moyen c'est d'essayer, tant bien que mal, de défaire la notion d'ennemi. Comment faire pour que l'autre ne soit pas perçu comme un ennemi? Comment faire pour essayer de se mettre à la place de l'autre? Pour savoir que de l'autre côté de la ligne de démarcation, les gens pensent de la même manière. Et que tant qu'on pensera de cette manière-là, on ne construira pas d'État et on n'imposera pas la citoyenneté. Mais le pragmatisme aussi, c'est comprendre qui est en face de nous. C'est comprendre aussi que les partis au pouvoir aujourd'hui au Liban ne s'en iront pas. Il faut qu'on assume le rapport de force et il faut qu'on le gagne, tout simplement. Et à la tête de cette clique de partis qui dirige aujourd'hui le pays comme un cartel mafieux, il y a justement le Hezbollah, dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler récemment avec le documentaire qui est passé à la télévision. Oui, ça va être extrêmement difficile de lutter contre le Hezbollah, mais les organisations fascistes, elles meurent contrairement au peuple. Il faut donc surtout pas confondre le Hezbollah avec la communauté chiite, ce qui malheureusement est fait trop souvent. Certes, il y a provisoirement une forme de fusion entre une partie de cette communauté et ce parti politique, mais ce n'est pas une fatalité. Et justement, c'est à nous d'offrir une alternative, c'est à nous de donner le choix à ces électeurs de ne pas obéir, de penser autrement. C'est à nous aussi de casser le monopole du Hezbollah sur la représentation communautaire. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'être laïque dans notre vision de l'État, laïque dans notre vision de la politique. Mais le pragmatisme ne suffit pas. Pour s'engager au Liban, il faut aussi une dose assez conséquente d'idéalisme. Voir ce pays tel qu'il devrait être et non pas tel qu'il est. Ne pas être terrassé par cette nostalgie qui emprisonne, la nostalgie de l'âge d'or, mais se dire qu'en fait, plus qu'un idéal, c'est une utopie dont on a besoin. Et la différence entre un idéal et une utopie, c'est qu'un idéal, c'est une idée fixe, alors qu'une utopie, elle est collective. Une utopie, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la reproduction du passé. Il s'agit au contraire d'intégrer le passé pour sortir de la nostalgie et pour construire quelque chose de différent. L'utopie, c'est ce qui vient quand tout a échoué. Et oui, le Liban est une utopie. Pourquoi pas? Le Liban est à la fois une tragédie et un défi passionnant. Et il ne s'agit pas là d'être optimiste, il s'agit simplement d'être positif. Oui, le Liban peut redevenir un modèle pour la région et peut-être aussi pour le monde. Pour ça, évidemment, il nous faudra nous organiser, réussir à devenir ce parti moderne, véritable, qui défend des idées, encore une fois, un parti national, un parti laïque, un parti démocratique. Cette entreprise qui, en fait, n'a pas été faite, je pense, en tout cas pas été faite sérieusement depuis la guerre civile. Donc voilà notre objectif. Et pour ça, il nous faudra à la fois nous ancrer localement, partout, dans les régions, comprendre les gens, comprendre les mentalités, et en même temps miser sur cette jeunesse qui est, elle, porteuse de changement, miser sur la diaspora qui est libre. Car le vote de la diaspora, le vote des émigrés, il ne s'achète pas. Il nous faudra aussi une détermination hors norme. Il nous faudra nous battre à chaque échéance électorale, car notre démocratie, si fragile soit-elle, est la seule chose qui nous reste. Et dans la région, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il nous faudra être présent dans la rue et faire pression par tous les moyens.
Pourquoi se battre? Parce que le Liban mérite d'exister pour ce qu'il représente. Cette culture particulière, le sens aigu de la liberté dans une région où les dictatures et l'oppression ont largement pris le dessus. Et dans un Moyen-Orient dévasté, défendre aussi le sens de l'hospitalité et la culture de la diversité. C'est ce Liban message que le pape Jean-Paul II avait si bien décrit. Ou comme disait Nadia Twaini, la poétesse, Beyrouth est en Orient le dernier sanctuaire où l'homme peut toujours s'habiller de lumière. Pourquoi se battre? Peut-être aussi parce que, comme je suis assis à côté d'un cardiologue, comme le disait très justement Laurent, qu'est-ce qu'on fait quand le cœur du patient bat encore? On essaye de le sauver, on essaie de le réanimer. Le cœur du Liban ne s'est pas encore arrêté de battre, et donc il faut s'y mettre. Et puis il y a aussi une question qui me taraude et qui nous taraude tous, je pense, tous ceux qui veulent s'engager en politique au Liban. Si nous n'essayons pas, qu'allons-nous raconter à nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Et puis le sujet de l'engagement, finalement, est évidemment beaucoup plus large que la question du Liban. Dans les années 60, au cœur des 30 Glorieuses, où il y avait tant d'espoir et d'optimisme, Robert Kennedy disait cette phrase magnifique: « The future is not a gift, it is an achievement. » Non, l'avenir n'est pas un cadeau. Nulle part au monde, la démocratie est une chose simple ou une garantie. Nulle part au monde, la liberté, la dignité ne sont des acquis. Et je pense que vous le voyez aujourd'hui, froidement, durement, avec l'Ukraine, vous le voyez aussi avec l'effondrement climatique. Finalement, nulle part au monde, notre existence même n'est un acquis. Sans pousser au sacrifice, l'engagement est ce qui donne du sens à une vie. Chacun, à son niveau, peut faire sa part du travail, rien que pour faire vivre l'espoir, car l'espoir, lui, fait vivre. On me reproche souvent ma naïveté, c'est peut-être vrai, mais j'aimerais répondre avec cette magnifique phrase de Paul Valéry qui disait « L'espoir est un scepticisme, c'est douter du malheur un instant. » Et oui, l'on peut douter du malheur, douter face au malheur, même au Liban. Merci. Un grand merci, Michel, pour cette, ici, je pense qu'on peut le dire, profession de foi dans l'avenir et qui justifie la décision d'entrer en politique de votre part il y a un an. Nous avons maintenant une demi-heure de questions que vous pouvez poser à nos deux intervenants. Je précise des questions. Donc je vais vous couper tout de suite si vous voulez prendre la parole. Il s'agit juste de poser une question, soit aux deux intervenants, soit à l'un d'entre eux. Il y a un micro qui doit être quelque part, là-bas. On est en train de brancher le micro. Nous avons une première question. Non, venez ici parce qu'on ne va pas entendre. Classique. Il va y avoir des grands freins.
vous et à notre... Allez, merci à vous. Bonsoir. Vous avez dit un constat cruel et vrai. Le Liban tel qu'on l'a connu n'existe pas. C'est vrai. Quelle est la solution? Vous avez parlé de laïcité, d'un très bon principe, une philosophie pour l'instant. Selon moi, permettez-moi de vous dire, et je suis un fan de Bloc National, c'est une utopie pour l'instant, ce n'est pas une solution. On a parlé de décentralisation poussée. Pour moi, je pense que c'est une autre hypocrisie de l'histoire. L'hypocrisie de l'histoire, c'est une fuite en avant. J'appartiens à un groupe qui travaille, qui fédère beaucoup pour le fédéralisme. Je crois ferme que c'est la solution qui permettrait, qui empêcherait la partition. Je sollicite votre réponse, s'il vous plaît, votre réaction, ainsi que le docteur Bustani, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, la question principale est la solution pour le Liban est-il le fédéralisme? Je ne sais pas trop si je dois répondre parce que je risque de perdre un électeur là, donc. Je suis pas d'accord avec vous. Je commence assez franchement. Le fédéralisme, évidemment que c'est quelque chose à étudier dans le cadre de n'importe quelle réflexion sur un système politique. La France, ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il y a des débats sur la décentralisation, sur le renforcement des régions, etc. Au Liban, quand on parle de fédéralisme aujourd'hui, on se trompe de débat, c'est aussi simple que ça. Le problème au Liban aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de justice, et ça n'a rien à voir avec un État central ou un État décentralisé. C'est qu'il n'y a pas d'armée, ou plutôt il y a deux armées, ça n'a rien à voir avec un État centralisé ou décentralisé. Il n'y a plus de banque centrale, ça n'a rien à voir avec ce débat. Il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'économie. Reconstruire ça veut dire reconstruire les fondements de l'État. Et c'est ça la priorité. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir une vision laïque de ce que c'est que le Liban, en tout cas au niveau politique. Après, évidemment, les gens sont confessionnels, les gens sont croyants au Liban. Il ne faut pas croire qu'on va effacer la religion, loin de là. Moi, je suis croyant, il y a plein de gens qui sont... La grande majorité de la population libanaise est croyante, et même très croyante, et il faut respecter ça, parce que sinon on n'a rien compris au Liban. Mais le sujet, c'est que pour reconstruire l'État, il ne suffit pas de séparer les gens en se disant ça va régler les problèmes. Parce que ça fait des années qu'on a ce débat-là. Mais la priorité, c'est, encore une fois, la justice, c'est le système démocratique, c'est comment remettre en place une véritable reddition des comptes, une véritable transparence au niveau politique. Et pour ça, ça ne servira à rien de séparer les gens. Au-delà de ça, géographiquement, c'est très compliqué parce qu'en fait, quand les gens parlent de fédéralisme aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent très souvent? Ils disent en gros, c'est très proche de la partition, de dire on revient, et en particulier les chrétiens, parce que le fédéralisme est invoqué presque que par les chrétiens, et c'est très souvent pour dire on revient et on se recroqueville et on va refaire le petit Liban de Daoura juste au-dessus de Beyrouth jusqu'à Batroun. Mais comment on va régler Beyrouth, où il y a une diversité incroyable? Comment on va régler Babda? En campagne, les 3/4 des villages à Babda, c'est des villages mixtes. Donc c'est extrêmement dur de tenir un discours qui s'adresse qu'aux chrétiens ou qu'aux druzes ou qu'aux chiites, puisque dans le même village, il y a des gens de toutes les communautés. Donc, d'où l'importance d'avoir un discours pour tout le monde. Donc, pour essayer de résumer, la priorité pour moi et pour nous au Bloc National, c'est de reconstruire l'État. Et ensuite, on débattra du niveau de décentralisation. Pour nous, c'est évident qu'il faut une décentralisation très poussée, une décentralisation administrative, ça c'est fondamental. Mais le fédéralisme ne sera pas la solution immédiate à nos problèmes. Pour moi, c'est plus une forme de volonté de se voiler la face et de croire que, en séparant les gens, on arrivera à reconstruire le pays. J'ajouterai à ces arguments que je partage, c'est que le fait, si en 1975, il y avait un choc frontal entre musulmans et chrétiens autour de la présence palestinienne,
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le Hezbollah, une grande partie des chiites autour du Hezbollah, avec une partie des chrétiens qui leur donnent une couverture. Et donc, la question du pays aujourd'hui n'est pas dans des frontières communautaires. C'est le Hezbollah qui pose problème et qui trouve, par une partie des chrétiens, une couverture politique qui lui permettent de s'imposer. Donc, faire un fédéralisme, faire des partages là-dedans, en plus du fait que c'est très mélangé, donc ça me paraît un peu compliqué. Merci des deux réponses. Normalement, je ne devrais pas intervenir là-dessus, mais il se trouve que je suis le président du mouvement fédéraliste français. ça tombe mal là. Et c'est justement, qui œuvre justement pour plus de fédéralisme, parce que là où je rejoins la question, c'est qu'il est étonnant de voir que les pays qui fonctionnent le mieux dans le monde sont pour la quasi-totalité des fédérations. La Suisse en est le meilleur exemple, mais aussi les États-Unis et d'autres. Mais la question du fédéralisme, pour la mettre en place, souvent c'est fait à partir de guerres. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre. Il y en a eu suffisamment ces dernières années au Liban. Et en aucun cas sur des raisons autres que l'aspect géographique. Comme vient de le dire Michel, il y a beaucoup d'endroits au Liban qui est interconfessionnel. Et donc, en aucun cas, cela pourrait être une fédération entre un morceau chrétien, chiite, sunnite, etc. Donc, ceci peut venir le jour venu, et comme cela a été dit, je pense qu'effectivement, la voie pour un jour, et moi je l'espère pour la France, devenir une fédération, la voie est toujours de plus en plus de décentralisation, et le Liban, comme la France, a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à faire avant d'y arriver, même si ça peut être une perspective. Et j'ajouterais juste deux choses très rapides. Déjà, la question, c'est pas juste une question d'être pour ou contre le fédéralisme dans l'absolu, c'est plus une question de temps et de quelles sont les priorités, et du fait qu'aujourd'hui, le fédéralisme ne réglerait pas les problèmes. Et la deuxième chose, c'est que le fédéralisme tel qu'il est perçu par beaucoup de gens, c'est-à-dire une forme de recroquevillement un peu confessionnel, ce serait le plus grand cadeau au Hezbollah aujourd'hui. Ça serait le plus grand cadeau fait au Hezbollah qui, lui, a déjà fait son propre fédéralisme de facto, puisqu'il a son armée, il a sa justice, ou plutôt son absence de justice, il a ses propres banques illégales, etc. Donc, il est déjà dans une sorte de fédéralisme qu'il impose aux autres. Et en faisant ça et en acceptant le contrôle du Hezbollah sur ces régions, on est aussi en train de livrer quasiment toutes les minorités de toutes les confessions, et avant tout chiites, qui s'opposent au diktat du Hezbollah sur sa région. Madame. Bonsoir. Michel, j'ai une question très précise. Comment se fait-il que dans ce discours, il n'a pas été évoqué le retard du siècle qu'ont subi les opposants libanais dans les rangs? Je m'explique. Pour donner un peu de contexte à la question. Les Libanais, tous travaillaient dans le pays, vous avez épargné. Du jour au lendemain, votre épargne vous est enlevée. Enlevée. Votre monnaie est dévaluée à 80%. Vous aviez 100 000 € à la banque, ça vaut 8 000. Et on vous le donne au compte-gouttes. On vous le donne à 80 € par mois. Que fait-on face à ça? Le Liban n'a pas besoin d'un État laïque, il a besoin d'un État de droit. Et de mettre fin aux prédateurs bancaires qui n'ont pas été cités dans le discours. J'étais très surprise à te dire la vérité. J'ai adoré votre présentation, M. Boustani. Je n'ai pas eu autant de plaisir depuis Alain de Gaulle. Et c'est magnifique, et je pense que on devrait le faire, même en cesser. Mais concrètement, actuellement, c'est pas là, le documentaire, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de la 5 sur Hezbollah, ça glace le sang. Ça n'a pas été évoqué, tout ce système mafieux. Ça n'a pas été évoqué? Non, ça n'a pas été évoqué à ce niveau-là. Et la question, c'est comment le retard du siècle est passé maintenant pour un jardin
c'est évidemment quelque chose de fondamental. C'est évidemment quelque chose de fondamental. Je pense que dans toute l'introduction, ce dont je parle, c'est aussi évidemment quand je parle de l'effondrement de l'État, je parle évidemment de tout ça, qui en fait est une conséquence de la destruction du système politique libanais, puisque c'est comme il y a une absence totale de justice, l'impunité c'est ça, il y a une absence totale de reddition des comptes, donc de transparence, donc la gouvernance est désastreuse, mais personne n'est jugé, personne n'est sanctionné, pas même Riyad Saleh, mais qui a détruit intégralement la Banque centrale, pas même les banquiers qui ont commis ces crimes, et encore moins les hommes politiques qui sont responsables de ces crimes-là. Évidemment, le seul moyen de sortir de la situation actuelle, c'est une réforme économique profonde et qui doit commencer par sortir de l'impunité, qui doit commencer par juger tous les responsables de la crise financière, que ce soit au niveau du conseil d'administration des banques, de la Banque centrale et avant tout les hommes politiques qui sont responsables de tout ça, pour ensuite parvenir à un programme du FMI, à une restructuration du secteur bancaire, graduellement et autant que possible à une restitution des dépôts, mais la réalité c'est que l'argent est parti et ça je pense que il faut aussi qu'on en soit conscient, donc ça va prendre énormément de temps de ressortir de la crise. Donc voilà, après il y a tout un programme économique et financier, mais l'idée c'était pas de rentrer dans le détail de ce programme, mais on peut en parler beaucoup plus en détail si vous voulez. Mais je pense que ce qui compte, c'est avant tout la question de la justice, parce que la cause de tout ça, c'est l'impunité. J'ajoute un point, parce que vous avez raison, tout le monde ne suit pas de près et comprend ce qui s'est passé avec la banqueroute de la livre libanaise et donc de la Banque centrale libanaise. Pour simplifier, et je m'excuse auprès des Libanais, c'est beaucoup plus complexe, mais pour simplifier, il faut savoir que pendant un certain nombre d'années, le Liban a vécu un peu, comme on l'a dit, parce que par l'argent que les Libanais de la diaspora dans le monde envoyaient au Liban, mais aussi parce que les pays du Golfe mettaient leur argent à la Banque centrale du Liban, qui leur promettait un retour très important. Et ils en profitaient et il y avait beaucoup d'argent. Jusqu'au moment, c'est classique, c'est qu'en fait, il n'y avait plus de quoi rembourser l'argent qui était mis avec les emprunts qui étaient promis, les intérêts qui étaient promis entre 10, 12, 15%. Et donc, il y a eu une banqueroute centrale, ce qui explique donc une très forte chute de la livre, ceux qui libanaise ne suivent pas, donc la livre libanaise par rapport au dollar a quasiment tout perdu. Et du coup, non seulement la Banque centrale, mais les banques du Liban ne peuvent plus donner leur argent aux Libanais. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 85% de la population libanaise qui sont en dessous du seuil de pauvreté tel que défini par l'ONU, ce qui place le Liban aujourd'hui au même niveau que la Somalie. Il faut dire aussi que cette chute était un peu prévisible, parce que pendant 30 ans, on vous donne 10-15%, quand vos comptes en France diminuent, on vous retire tous les mois les frais bancaires. Donc il y avait quelque chose quand même qui était anormal. Voilà. Oui. Bonsoir. Vous pouvez aider économiste. Vous voulez pas quelque chose de propos, il faut que je les explique le football de question. Et je m'adresse au conférencier à la question. Le cœur parle, mais j'ai peur que l'histoire de mort se répète. Et là,
des images satellites. Le 4 août, on n'a pas droit à des images satellites. C'est un massacre. C'est un massacre. Et la France des libertés est responsable. La France doit nous aider à rester dans la vie. Les biens, l'argent des voyous qui gouvernent le pays sont en France, sont en Europe. Il faut les asphyxier. Il faut les asphyxier. Ce sont des voyous, que ce soit les hommes politiques, les gouverneurs de la Banque centrale, les banquiers, ce sont des voyous. Vous parlez du mythe de la misère, on cherche au quotidien des médicaments, du lait, du minimum pour qu'ils puissent vivre. Je rends grâce à la diaspora qui, grâce à elle, on survit. Mais le Liban agonise et on regarde. Dernière question. Comment convaincre Monsieur le Président Macron de ne pas approcher le Liban à travers les intérêts financiers du groupe pétrolier Total? Le Liban n'est pas un puits de gaz, c'est un message de cohabitation et le message échoue. Et je vous promets de l'homme. Merci, Père. Que peut faire la France? Je pense que oui, il y a probablement un pragmatisme et une réelle politique très excessif dans la vision libanaise et la vision de la région qu'ont eu les gouvernements français récemment, et notamment le président Macron. Je pense que ça a été une grosse déception pour beaucoup de gens qui espéraient que la France allait être plus active sur la question des sanctions, qui espéraient que la France allait être beaucoup plus mettre davantage la pression sur la classe politique criminelle qui gouverne le Liban aujourd'hui, qui espérait aussi que la France peut-être allait être beaucoup moins tendre avec l'Iran et le Hezbollah, qui est responsable un peu, en tout cas responsable très présumé de l'explosion du 4 août. Toutes les enquêtes le pointent du doigt. Et donc, oui, il y a une forme de grosse déception des Libanais par rapport à la France. Mais je pense aussi qu'il faut pas se faire trop d'illusions sur ce que la France peut faire seule au Liban. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un alignement total entre Français, Américains, Séoudiens et autres pour qu'ils aient véritablement un levier sur ce qui se passe au Liban. Il faut qu'on le demande, mais je pense pas que tout soit entièrement dans la main des Français. La question des images satellites, on en a parlé directement avec l'ambassade de France et eux disent qu'il n'y a pas d'images satellites et je suis pas certain qu'il y ait nécessairement des images satellites de tout ce qui s'est passé. Donc j'essaie de pas rentrer trop dans les théories du complot, etc., de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, je pense que sur cette question-là, c'est quand même, je pense qu'il faut qu'on continue à mettre la pression sur la France et enfin sur la diplomatie française et sur un point très spécifique où la France peut nous aider et où aujourd'hui il y a une vraie déception, qui est le sujet de la commission d'établissement des faits que la France pourrait demander, donc c'est une forme de commission d'enquête que la France pourrait demander au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et elle n'est pas en train de le faire aujourd'hui. Donc nous, en tant que Libanais qui sommes des amis de la France, beaucoup d'entre nous avons vécu en France et avons une part aussi de culture française en nous, et ben on retrouve pas l'idéal français, notamment ce message français à travers la diplomatie, quand on voit que la France n'est pas active sur des sujets aussi importants que l'explosion du 4 août et la commission d'enquête que la France devrait soutenir. Parce que moi je parle de l'histoire, quand même je voulais ajouter une chose, c'est que la France, quand les Français sont arrivés au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils ont découvert un pays dominé par la famine, le tiers de la population se morte de faim. Ils ont quitté 25 ans plus tard un État moderne qui fonctionnait très bien. Donc on doit beaucoup à la France et la génération des anciens utilisés au Liban, en parlant de la France, c'est-à-dire la mère tendre. Tendre mère. La mère tendre. Donc il y avait une
reconnaissance pour notre dette historique envers la France. Mais aujourd'hui, la France est une puissance de taille, elle a perdu de sa place, et puis, bon, il y a derrière, il y a la politique, mais il ne faut pas oublier quand même toute cette immense dette qu'on a envers la France. J'ajouterais une chose qui fera bien la liaison avec la conclusion, c'est que d'une façon assez discrète, la France et derrière elle les pouvoirs, que ce soit au niveau du chef de l'État que des assemblées, quel que soit leur parti, ont mené et continuent de mener une action relativement discrète mais énorme pour la survie des écoles catholiques au Liban. Absolument. Il y a environ 310 écoles catholiques au Liban, dont une partie sont dans des lieux avec toutes les religions, notamment dans la Mecca. Ce sont toutes les écoles catholiques qui vivent en grande partie aujourd'hui grâce au soutien de la France, mais aussi des Français. Grâce aux dons qui sont faits, grâce au jumelage qui se développe fortement entre les écoles françaises et les écoles libanaises, notamment au sein de l'enseignement catholique, puisque la majorité de ces écoles sont catholiques, mais globalement les écoles chrétiennes, et ceci, entre autres, notamment par l'œuvre d'Orient, et c'est la raison pour laquelle, en accord avec le curé, nous avons pensé qu'à l'issue de cette soirée, il était bon de vous proposer 2 œuvres auxquelles vous pouvez faire des dons et qui, bien entendu, étant basées en France, peuvent donner des réductions pour les impôts. Donc l'œuvre d'Orient, à travers laquelle donc passe l'essentiel du soutien pour les écoles chrétiennes, et particulièrement catholiques du Liban. Je peux même vous préciser quelque chose qui n'est pas tout à fait officiel, je vous le garderai pour vous, mais le ministère des Affaires étrangères, à la demande du président de la République, a créé un fonds qui est co-géré avec l'œuvre d'Orient et qui est abondé en fonction de ce que nous donnons à l'œuvre d'Orient. Et les pouvoirs publics français abondent ce fonds en fonction de cela. Donc quand vous donnez, non seulement ça va partir au Liban, mais le gouvernement français abonde ce fonds. Nous avons proposé, donc nous vous proposons une seconde association auquel vous pouvez faire des dons, que vous connaîtrez sans doute, que vous connaissez moins bien peut-être que l'œuvre d'Orient, et qui est Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel est une organisation libanaise, créée il y a bientôt 40 ans, au départ un peu comme la fondation Abbé Pierre en France, pour aider les personnes à repartir dans la vie. Et puis, vu ce qui s'est passé au Liban, Arc-en-Ciel, Michel le connaît bien, a fortement développé, surtout ces dernières années, toutes ces activités, en gardant notamment beaucoup d'actions dans le domaine de l'agriculture, qui est important à conserver au Liban, de l'écologie, etc. Vous aurez donc là, dès que nous allons finir, 2 tables où il y a un responsable de chacune de ces associations. Vous avez trouvé éventuellement sur vos sièges des petits flyers qui expliquent aussi bien pour l'œuvre d'Orient que pour Arc-en-Ciel
avec les sites internet sur lesquels vous pouvez faire des dons, mais vous pouvez demander toutes les explications que vous voulez à la sortie à côté du baptistère. Et bien sûr, à côté du baptistère, comme c'est habituel dans les rencontres des ternes, des livres récents sur le Liban, et notamment celui du docteur Boustany.